Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse. Aujourd'hui, notre épisode tant attendu, l'enregistrement avec ma petite sœur Jenny. Donc Jenny est au début de sa vingtaine et moi je suis à la fin de ma trentaine. Donc dans cet épisode, nous parlons essentiellement de notre relation, mais aussi des années du lycée, du carnaval, de notre vie en Martinique. J'espère que tu seras édifié en nous écoutant. Bonne écoute à toi. Bonjour à toi, Jenny. Comment ça va? Oui, je vais très bien. Et toi, Jessie, hein? Elle m'appelle rarement par mon prénom Jessie, donc c'est vraiment, ça fait toujours étrange quand tu m'appelles Jessie. Oui, ça va, Jessie. Donc c'est en fait une surprise dans le sens que je ne lui ai pas prévenu qu'on allait enregistrer cet épisode aujourd'hui. Quand je faisais le montage de celui que j'ai fait avec maman ce matin, en ce mardi 26 août 2025, j'ai senti que dans mon esprit, il y avait fait un épisode aussi avec ta sœur pour parler de votre relation de sœur. Mhm. Qui va commencer à parler de ça? Moi, j'ai commencé. Oui. J'étais là avant toi. Moi, je voulais citer mes éloges. Ah là là, je savais pas à quel Donc, point ma soeur fait. Elle fait des éloges, mais quand elle les fait, ça sort du cœur. Moi, je me souviens toujours de ma petite publication Instagram. C'était tellement mignon. Oh là là, je m'y attendais pas alors. Oui, ah, tu oui, parles de oui. la photo quand tu avais, je crois, est-ce que ça avait 7 ans, 8 ans que j'ai publié sur mon Instagram perso? Ah Oui. oui, oui. Alors, alors, notre histoire a commencé bien avant sa naissance parce qu'il y a un jour, ma mère m'a annoncé qu'elle était enceinte et moi, j'ai cru que c'était une blague. J'étais vraiment, genre, c'est une blague, ça. Elle est là, non, euh, je suis enceinte, c'est toi la dernière qui est au courant. Parce que, en gros, tout le monde savait que j'allais mal prendre ça. Et moi, j'étais là, alors, d'autres pas ça, bah, manger des chambres, ils ont tenu en troisième. Et puis, elle est là, mais non, Jessie, ça va aller. Et j'étais tellement choquée. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Et moi, j'étais là, si vous vouliez un enfant, il fallait faire ça après mon frère. C'est-à-dire qu'on se suit l'un à la suite de l'autre, pardon, dans le sens qu'il y a moi, il y a mon frère, après il y a Jennifer. Pourquoi vous attendez 13 ans et, ah, guess what? Il y a un enfant, je suis enceinte. Moi, j'étais choquée. Et aussi, l'arrivée de Jennifer, c'était un grand changement parce que je savais très bien qu'on n'allait pas pouvoir rester à Fort-de-France parce que ma mère, elle n'allait pas pouvoir travailler et qu'on aurait dû déménager et aller en commune. Donc pour moi, l'arrivée de cet enfant n'était pas la joie. C'était genre, ma vie va changer parce qu'ils ont décidé d'avoir un enfant 1500 ans après le dernier. Et on a déménagé, on était en commune. Et puis, quand ma mère elle est sortie de la maternité, j'ai décidé de ne pas la toucher. J'ai dit, je ne vais pas la toucher, je ne vais pas la regarder, je ne vais pas la prendre, je vais l'ignorer. Une grève de 2 semaines. Non, une semaine, j'ai tenu une semaine. J'ai tenu une semaine, j'ai dit non. Et après, quand j'étais tenue dans les bras, ça a été la fin. Oui, je l'ai eu. Ça a Voilà. été la fin. C'était Après si ça, mignonne quand même, hein. oui, elle était vraiment mignonne. C'est là que mon amour s'est manifesté pour elle, malgré moi, parce que je voulais pas. Je ne voulais pas lui manifester de l'amour. Parce que pour moi, elle avait changé ma vie. Son arrivée avait complètement changé ma vie. J'étais au collège Tartanson. Je me suis retrouvée dans un collège dans le Nord-Atlantique. Ma vie a changé. J'étais loin de mes amis, loin de mon quotidien à Fort-de-France. Et puis elle était là. Et puis c'est comme ça en fait que notre relation a commencé. Mais pour moi, notre relation a commencé bien avant sa naissance parce que on parlait d'elle alors qu'elle était seulement dans le ventre de ma maman. Et aussi, je ne souhaitais pas avoir d'autres frères et sœurs à cet âge-là. On a 13 ans de différence. Avec mon frère, j'ai 3 ans de différence. Avec elle, 13 ans de différence, c'est beaucoup.
Et parce que aussi, je me disais, elle a raté beaucoup de choses. Elle est née après la mort de mon grand-père, quelques années après la mort de mon grand-père. Elle n'a pas eu cette vie comme moi à la campagne au Lorrain, passer du temps avec les cousins, chez papy et chez mamie, papy, Michel et mamie Cécile au Lorrain. Donc, quand elle est arrivée, c'était une autre vie, en fait. Et elle m'appelait maman. Et parfois, hein, Boussouka Chapé, et qu'elle dit, je suis là. Oh là là, oh là là. Non, mais tu sais, dans mes consciences, que je suis ta maman aussi. Mon Je n'aime inconscient, pas quand ça fait ça, parce que après ça, elle fait tu peux le dire, tu peux je le veux dire, dire. je veux Tu dire fais maman. oui, Mais vraiment à une certaine époque, moi dans ma tête, j'avais juste 2 mamans. J'avais ma maman et j'avais, toi aussi comme maman. en fait, parce que C'était une évidence. je m'occupais beaucoup d'elle. Quand elle était petite, je m'occupais d'elle comme si c'était ma propre fille. On restait ensemble. Quand j'étais au lycée, elle n'allait pas dormir tant que j'allais pas dormir. Donc, je devais arrêter de faire mes devoirs à 22h30 pour qu'elle ne dorme pas trop tard. Elle m'attendait, moi, pour aller dormir. Donc, j'avais toujours cette conscience-là il y a ma petite sœur, elle est là avec moi, il faut que je prenne soin d'elle. Et on a une relation très forte aujourd'hui, mais c'est parce que je me suis toujours occupée d'elle comme si c'était ma propre fille. Quand elle est arrivée, quand j'étais jeune, j'étais au collège et au lycée, j'ai toujours eu cette volonté que ma sœur soit mieux que moi. Et en fait, je ne connaissais pas la puissance de la parole. C'est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est dans un proverbe, je ne sais pas si c'est proverbe 19, je ne me rappelle pas quel proverbe exactement, mais j'ai déclaré beaucoup de choses dans sa vie. Que je la tenais dans mes bras et je déclarais dans sa vie, tu seras meilleure que moi, tu seras plus intelligente que moi, tu auras plus de sagesse que moi à l'âge que j'ai aujourd'hui. Tu seras une autre femme. Tu ne feras pas les mêmes erreurs que moi. J'ai beaucoup déclaré ça dans sa vie. Quand elle était au collège, elle m'appelait très tôt le matin, entre 1h du matin et 3h du matin, pour parler. Elle m'appelait après le collège pour elle, mais il était déjà tard en Angleterre, avec le décalage horaire. Elle m'appelait parce qu'elle se sentait mal, elle voulait parler à quelqu'un. Je pouvais entendre ma mère derrière qui lui disait, n'appelle pas Jessie, tu vas la réveiller. Et elle dit, non, je sais qu'elle va répondre. J'ai besoin de parler à ma soeur, nanana, nanana, et tout. Et en fait, elle restait, elle me disait ce qu'elle avait à me dire. Il était entre 1h et 3h du matin pour moi. Je la réconfortais, je raccrochais et j'allais dormir. Et une fois le matin, j'allais travailler. Et moi, dans tête, moi, si c'était bas en homme, si c'était bas en homme, si c'était pour un homme, je suis désolée. J'allais dire, regarde, excuse-moi. Tu sais que je me réveille à 5h30, 6h. Tu m'appelles à cette heure-là. Ne m'appelle pas à je ne sais pas quelle heure pour me raconter tes problèmes. Mais en fait, c'est ma soeur. C'est ma soeur. Je savais qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un et c'était pour moi important qu'elle ait une bonne santé mentale au collège. Et en gros, ce qu'elle me racontait quand elle était au collège, c'est ce que moi-même j'avais traversé au collège et même au lycée, ce qu'elle me disait. Je me suis dit finalement, on passe tous par là. Donc, c'était important pour moi qu'elle ait une bonne santé mentale, qu'elle ait de l'estime de soi, qu'elle ait confiance en elle et qu'elle ait certaines connaissances pour comprendre comment naviguer dans ce monde à son niveau à elle, puisque tu vas pas raconter des choses alors qu'elle n'est pas prête. Vous n'allez pas raconter à vos enfants des choses qui ne sont pas encore prêts à entendre, mais de savoir que dans leur niveau, ils ont les outils, les connaissances nécessaires pour naviguer à leur niveau. Et pour revenir aux situations cocasses, donc il y a une fois, j'étais à Carrefour Dillon avec elle et je la tenais dans mes bras. Il y a un monsieur qui me dit, ah, c'est ton enfant. Quel âge que tu as? Tu as déjà un enfant comme ça. Et moi, j'ai dit au monsieur, mais non, c'est pas mon enfant, c'est ma sœur. Mais ma sœur, elle m'appelait maman. Et qui on va croire? L'enfant qui reconnaît sa maman ou moi qui dis au monsieur, je suis sa sœur, je ne suis pas sa maman. La deuxième fois que ça s'est passé, on était dans un avion, on retournait en Martinique après avoir passé, je pense, peut-être un mois en France. On est allé en France, on est allé en Espagne, on est allé au Portugal. Donc, on était dans l'avion retour. Et en fait, ma soeur, il y a du monde autour. Et on retourne en fait à notre siège. Ma soeur, devant tout le monde, elle dit, maman, il y a tout le monde qui m'a regardé avec un regard genre, tu es trop jeune pour être maman. Et moi, j'ai dit, ça sert à rien que je dise que c'est pas ma fille. Personne ne va me croire. J'ai Ça dit, va comme si tu n'assumes pas l'enfant. oui, tu vois, j'ai dit, bon, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, vaut mieux que je continue, c'est tout.
que je prenne ma honte alors que c'est pas mon enfant, je suis vraiment sa sœur. Mais les gens m'ont regardé comme si, genre, à ton âge, tu as un enfant, parce qu'à l'époque, j'étais en seconde, elle m'appelle maman devant tout le monde. Et les gens m'ont regardé comme si, mais à ton âge, tu as un enfant. Et moi, j'ai dit, c'est pas la peine de répondre, c'est pas la peine de me défendre. Qui on va croire? L'enfant qui m'appelle maman ou moi qui dis que je suis pas sa maman, je suis sa sœur. Je dis, c'est mort. Et comme je disais, parfois inconsciemment, elle m'appelle maman. Inconsciemment, si elle oublie, je sais pas, inconsciemment, elle va m'appeler, elle va me dire maman. Et moi, je vais rigoler, je dis, tu sais qui est ta maman. Et puis au lycée, pareil, toujours être là pour elle, à distance, hein, parce que j'ai fait des allers-retours souvent entre l'Angleterre et la Martinique pour passer du temps avec ma maman, pour passer du temps avec elle. Et j'ai fait de façon pour être là à la rentrée. Je pense que j'étais à la rentrée au CP. Oui. Il y a des chances que tu étais là pour le CP, mais je me souviens vraiment que tu étais là en fait pour le brevet et pour la rentrée de troisième, pour le brevet et pour le bac. Tu étais là. Non, pas pour le bac, Ah, ma pas chère. pour le bac. C'est Ah oui, ta rentrée au lycée en seconde. Je pense que j'étais là pour ta rentrée en sixième au oui, collège. Au CP, c'est oui, pas sûr. Je suis pas sûre qu'au CP, j'étais là. Mais je non, pense que le collège et le lycée, oui. oui, oui. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai que pour le bac, t'étais pas là parce que j'avais pas le sentiment, le besoin que tu sois à côté. Je me disais que ça allait aller. C'est comme le brevet, c'est juste un peu plus. Ça, c'est plus important que le brevet, mais c'est la même sensation. Oui. Et en plus de ça, sa maman, là, ne s'est même pas déplacée quand elle était en seconde. J'étais là comme si j'étais une maman, en train de la regarder faire sa rentrée au lycée. Oui, Ma c'est mère, elle a vrai. fait, mais non, c'est bon, j'ai 6 vaches, pas besoin d'aller, je souffle un peu, allez-y à deux, c'est bon, c'est bon. Oui, pour moi, c'était un nouvel univers, enfin, un nouvel nouveau, Un nouvel univers, on peut dire ça. un nouvel, un nouvel univers et tout, parce que franchement, le lycée, c'est beaucoup plus grand que le collège, on connaît pas tout le monde. Et en plus, en fait, comment dire ça, j'ai eu mon bac en 2019, je crois. C'était à la période du Covid. Non, tu as eu ton bac en 2020 parce que c'était durant, 2020. oui, durant non, désolé, mais c'est en 2020. C'est pas Oui. parce que tu sais quoi, en 2019, j'étais en Martinique et tu faisais des photos pour moi. Tu faisais des photos de moi en Martinique, tu vois. Oui, mais en fait, je sais que, C'est 2020 en le fait, bac. C'est l'année hmm, scolaire 2019-2020. ah, d'accord, d'accord. Je me suis dit que je sais que en 2019 j'étais au lycée parce que j'avais 18 ans quand j'étais au lycée. Ça, c'était bien. Pour ceux qui étaient au lycée à 18 ans, ça, c'était bien. Tu pouvais tu pouvais faire tes propres absences, tes propres billets parce que tu es majeur. C'était bien. Il manquait plus que le permis, la voiture. Je vous dépose, les copines. Oui, voilà. Ah, tu me fais rire. Mais en fait, c'est vrai. Par exemple, quand j'étais au lycée, j'avais un pote. Il avait une voiture. De temps en temps, j'arrivais en voiture. Ça veut dire genre autre chose. Quand tu arrives au lycée et que tu Ouais. arrives genre entre amis en voiture, c'est comme si tu te sens genre, OK, on Oui. n'est pas, on n'est pas là au même niveau. Pas le bus, on prend Oui, pas le bus. on prend pas le bus. On arrive avec les amis en voiture, tu vois. Et en plus, c'est même le fait d'être dans la voiture avec tes potes et d'arriver au lycée, c'est une autre expérience que de prendre le bus. Moi, j'ai eu le temps de prendre 2 bus différents quand j'étais au lycée, mais en terminale, de temps en temps, j'arrivais en voiture avec un pote. C'était vraiment cool, ça. Ça, c'était vraiment cool. Tout, c'était autre chose. Oui, tu vois, tu sens comme si tu arrives là en VIP. Non, c'est trop bien ça. Donc, moi, Donc, j'ai beaucoup aimé les années au lycée. Moi, j'étais au lycée France Fanon à Trinité. Franchement, j'ai tout kiffé. J'ai kiffé même courir pour aller prendre le bus. C'est comme si c'était tellement cool ce truc-là. Dans la classe, on fait le compte à rebours. On est là, 10, 9. Le prof parle, tout le monde s'en fout. On est là, on ne peut pas aller sur les. On doit prendre notre bus, le bus va partir sans nous. On fait le compte à rebours. 10, 9, 8, 7. Il y a tout le monde qui est déjà avec son sac près de la porte. Et quand on entend boum, tout le monde est en train de courir. Franchement, j'ai trop kiffé toutes mes années dans ce lycée-là. Et quand j'y étais, il n'y avait pas encore l'uniforme. Donc, tu avais le temps de carrer là au lycée. Non, franchement, c'était trop bien.
c'est pas ce que je pensais qu'il allait se passer. Mais comme j'ai dit, ma vie a changé quand Jenny elle est arrivée dans la famille. C'est-à-dire que dans ma tête, j'étais au collège Tartonson, je voulais aller au lycée de Bellevue. Après ça, quand elle est arrivée, on a déménagé en commune. Donc pour moi, c'était soit le lycée du Lorrain, soit le lycée de Sainte-Marie, soit le lycée de Trinité. Et je suis allée au lycée de France Fanon. Le Lorrain, ça ne m'intéressait pas parce que je connaissais déjà le Lorrain. Je me suis dit non, ça ne m'intéresse pas. Sainte-Marie, ce n'était pas pour moi. Et à Trinité, franchement, j'ai aimé toutes mes années là, l'expérience de prendre le bus le matin, d'arriver dans le bus. Tu parles avec tes amis. On écoutait la radio le matin, parfois dans le bus, on rigolait. Après, quand j'arrivais sur le parking, j'allais rejoindre mes amis. On commence à parler, on rigole encore. Le matin, c'est une série de bonjour machin, bonjour, ça va, ta, 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 ta. Surtout quand j'étais en terminale, je connaissais beaucoup de personnes. Donc, tous les matins, c'était genre bonjour, ça va et toi, nanana. Après, quand j'ai choisi de faire une première. À l'époque, c'était STT. Je crois qu'aujourd'hui, c'est STG. Et ma classe, ah là là. Et c'était la même classe en première, la même classe en terminale. On rigolait tellement ensemble. C'était franchement, on avait des cas dans notre classe. Autant ma vie personnelle, dans un sens, à la maison, ça n'allait pas. Autant au lycée, je m'amusais. C'est-à-dire, c'est deux mondes différents. À la maison, ça n'allait pas du tout. Mais au lycée, dès que je sortais de cette maison-là, je me sentais mieux. Et je m'amusais vraiment, tout en travaillant, bien sûr, parce que moi, ma porte de sortie, si je savais que je devais avoir mon bac pour sortir de cet environnement-là, donc je travaillais, je faisais le nécessaire, mais l'expérience au lycée de France Fanon, prendre le bus et tout, les gens que j'ai rencontrés, franchement, c'était vraiment, je pense que c'était la meilleure période de ma vie. En étant jeune, si je compare avec l'école primaire, le collège et le lycée, moi, je préfère, franchement, j'ai kiffé le lycée. Mhm. Non, moi de mon côté aussi, j'ai beaucoup aimé le lycée et en plus, c'était une période où le lycée Schellcher, enfin le lycée de Victor Schellcher était en rénovation, enfin, et c'était en construction et tout. Et en fait, en attendant, on était entre deux lycées, donc le lycée en fait de enfin, comment ça s'appelle? Je crois que c'est ouh là 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 là, j'ai une de ces pertes de mémoire. En fait, je sais qu'il y avait le lycée de Bellevue et le lycée d'à côté. Et je crois que c'est le lycée de Gaillard. Faudrait que je regarde plus tard, mais en tout cas, on était sous 2 lycées. Donc ça veut dire que c'était beaucoup plus grand que, un lycée normal en soi, enfin qu'un seul lycée en soi. Et ça, c'était trop bien parce qu'on pouvait parler aux personnes de Bellevue comme aux autres enfin comme aux personnes qui sont à côté, enfin qui sont, de l'autre côté et aussi on était dans des mobil-homes la part du temps, donc on avait la clim. Non, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé cette expérience. Moi, je pense aussi que m'avait dit ta sœur, elle est dans quel lycée? J'aurais dit lycée de Bellevue. J'aurais pas dit lycée Victor Schœlcher. J'ai oublié tous ces trucs-là de cette histoire que tu étais au lycée de Victor Schœlcher. Mais comme tu n'as jamais mis les pieds dans ce lycée-là, tu vois. Oui, non, c'est ça. En fait, on était sur le même site et enfin, on était sur le site enfin, de Bellevue et sur l'autre site d'un autre lycée. Donc finalement, on était à Bellevue sans être à Bellevue. Donc, Mais c'est en ça, tu vérité, vois. Parce que si quelqu'un me posait ouais. la question, genre, ta sœur, moi, j'ai oublié totalement cette histoire-là de le lycée de Schœlcher était en rénovation et que toi, tu étais au lycée de Bellevue, sur le site en tout cas, pour avoir les cours. Donc, c'est vraiment intéressant. Non, franchement, le lycée, c'était bien. Ah, le lycée, c'était vraiment bien, franchement. Bon, passons. Ah oui, Revenons. je Oui, voulais, vas-y. je voulais juste préciser que en fait c'est bien le lycée Joseph Gaillard qui était celui qui est à côté du lycée de Bellevue. Et celui-là c'était plus un lycée technique et le lycée de Bellevue c'était le lycée que tout le monde voulait, enfin voulait en fait étudier et tout. Mais j'ai préféré Victor Cherchel parce que toutes mes amies étaient là et toutes les personnes qui étaient pas top et tout que je n'aimais pas trop, ils étaient à Bellevue. Donc c'était vraiment une belle expérience. C'est une expérience où j'ai pu m'épanouir, j'ai pu être moi-même avec mes copines. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de faire un défrisage, que j'avais coupé mes cheveux toute seule et que j'avais mes cheveux courts. Je n'ai jamais fait ça à Bellevue Je parce dois que... préciser que ma soeur, ce qu'elle m'a dit. Donc, moi, j'avais mes cheveux naturels. J'ai eu deux big shops. J'ai eu deux big shops, un en fin 2012 et un autre en 2017. Et ma soeur, quand elle était au collège, elle m'a dit, je ne ferai jamais de défrisage. Je vais toujours garder mes cheveux naturels. Et puis un jour, elle m'appelle, devine quoi?
J'ai fait un défrisage. Ouais, Ah ça, là c'est là. la trahison, la haute trahison. Oui, parce que comme tu m'avais fait, tu m'avais tellement rassurée, ne t'inquiète pas, ma soeur, je vais pas faire de défrisage et tout. Gna, 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 gna. Et après, devine quoi? Donc, mais t'as gardé tes cheveux, t'as gardé le défrisage pendant combien de temps? Parce que après, tu es vite revenu aux cheveux naturels. Je pense que c'est peut-être qu'au collège, tu les as défrisés. Au lycée, tu les as coupés, tu les as laissés pousser et tu as coupé. Oui, c'est ça. En fait, en sixième, j'avais marre de mes cheveux crépus et tout. J'avais du mal à m'en occuper. Et donc, j'ai voulu faire un défrisage. Et en fait, j'ai fait ce défrisage du sixième, du ou deux, De la de, s- sixième. de la sixième à la troisième. Et en fait, au bout de la quatrième, quand j'étais en quatrième et tout, j'en avais marre de faire des défrisages. Mais je savais que faire un retour naturel, la pression, parce que tout le monde, en fait, enfin, mon entourage, au collège me disait, quand est-ce que tu fais ton défrisage? Ça fait 2 mois de repousse, il est temps que tu refasses ton défrisage. Donc, je n'avais pas l'espace pour laisser pousser mes cheveux, être en dèche un peu. Et après ça, revenir au naturel. Donc je me suis dit: «Je prends sur moi» et dès que je me suis dit ça, en fait, quand j'étais en quatrième, je crois, «Je prends sur moi et dès que je suis au lycée, je coupe tout». Je coupe et je reviens au naturel et c'est ce que j'ai fait au lycée. Mais en fait, Donc je voilà. pense que comparé avec le collège, au collège, tu avais plus de, je vais pas dire de problèmes, mais je sais, tu étais plus oppressé, je trouve, au collège qu'au lycée. Parce que quand je t'ai vu, quand tu étais au lycée, tu portais plus un poids sur tes épaules et tu étais plus authentique, si je puis dire. Tu étais beaucoup plus authentique, beaucoup plus toi-même. Tu étais, comment dire ça? Plus en fait dans le lâcher prise, dans le moment, dans l'expérience en fait dans le moment, j'ai envie de dire dans le moment. Oui, en fait, quand j'étais au collège, j'étais en quelque part en fait, je savais pas que c'était du harcèlement, mais j'ai été harcelée, en fait, au collège quand j'étais en troisième. Et tout a commencé par rapport au fait que j'avais juste un défrisage et il y a une personne qui a commencé à dire que: «Ah, tu pas tes cheveux» parce on avait des cours sur, le fait que les femmes noires, à une époque dans les années 60 quand elles faisaient, comment dire ça? Quand en fait, elles faisaient des marches et enfin, comment dire ça? C'était à l'époque où, on Tu veux avait dire marché qu'elle en opéra protestait? Elle Ouais, qu'elles protestait. protestaient. Elles essaient au fait, il y avait les Black Panthers, il y a le fait qu'elles disaient qu'on devait revenir à nos cheveux naturels, qu'on devrait abandonner le défrisage. Donc il y a un élève qui malheureusement a dit que: «Oui, tu pas tes cheveux» et c'est là que l'harcèlement a commencé et en fait, même avant ça, depuis que je suis arrivée et tout au lycée, il y a toujours ces sortes d'harcèlement des garçons qui me disaient que j'étais moche, qui m'embêtaient tout le temps, donc je répondais. Après ça, ils me disaient et j'étais en mode: «Mais vous Après êtes ça, il pas te gentil disait avec» quoi? que j'étais sauvage. Donc voilà, mais Mhm. j'étais en mode: «Mais vous êtes pas gentil avec moi, je vais pas être gentil avec vous». Donc voilà, c'était vraiment du style de comme une balle de Non, mais ping-pong. ma sœur, elle dit sauvage, mais il y a sauvage et sauvage, hein. Ouais, non. C'est juste que, je répondais et qu'eux, ils étaient en mode: «Tu es pas censé répondre, quoi». Parce Donc que, voilà. en vérité, Jennifer, si elle répond, elle va répondre en français. Au même âge, moi, je répondais en créole. Non, Donc, c'est ça, c'est ça ça veut dire qu'il y a et sauvage et sauvage. Parce que eux, pour eux, comme tu répondais, ils te disent en gros, tu es sauvage. Mais il y a vraiment sauvage et sauvage. oui, en fait, c'est là que j'ai dû me battre pour moi-même, prendre sur moi, faire avec, les jours. C'était Faire vraiment avec il y a quoi? vraiment Faire avec. faire avec en fait les hauts et les bas, pardon, de la vie de tous les jours dans le collège. Si je faisais par exemple, quand j'avais fait un défrisage. J'avais fait mon défisage, j'avais refait et je suis arrivée en fait, dans mon cours. Tous les garçons, ils étaient à la mode: «Oh Léa, mais c'est quoi ça? Oh, c'est moche et tout» et j'étais en mode: «Mais» et j'ai répondu en mode: «J'ai rien à faire de ce que vous pensez» et j'ai juste fait, ma vie. Mais c'était ça, genre H24, comme si eux, ils auraient préféré que je sois comme ci, comme ça selon eux, mais moi j'étais en mode: «Je vais être qui je suis et je vais rester avec mes amis». Il y avait même un, il m'a dit: «Ah, tu aurais été plus belle si tu traînais avec les filles populaires». Je me suis dit: «Ça sert à quoi vu qu'on aura une relation superficielle?» Je vais même pas rire, je m'entends même pas avec ces personnes-là.
Genre, on va aller où? Je vais pas rester avec des personnes avec qui je ris vraiment, avec qui je m'amuse, qu'avec des personnes, en fait, juste pour faire genre, ah ben, je suis la plus belle. Non, ça sert à rien. Donc, Mais en fait, je pense que ce qui s'est passé, ça t'a donné l'opportunité de t'affirmer à un très jeune âge. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont devenues adultes, qui ont toujours cette pression-là de se conformer aux attentes des autres. Et le fait qu'en troisième, tu as été confronté à cela, ça t'a donné une opportunité pour t'affirmer. donc voilà, donc j'ai vraiment en fait, j'ai dû vraiment m'affirmer, j'ai dû vraiment être là. Et quand j'étais au lycée, toutes ces personnes-là qui m'aimaient pas, qui me harcelaient, qui me trouvaient moche, et ben, sont allés tous enfin, ils sont tous allés en fait au lycée de Bellevue. Et mes amis avec qui j'étais en fait depuis le collège, eh ben, ils étaient au lycée Victor Schœlcher. Donc on s'est toutes retrouvées en quelque part, même si Elles on était étaient. séparées. Elles étaient, pardon, au lycée Victor Schœlcher avec moi. Donc même s'il y avait certaines, on n'était pas dans la même classe, on se retrouvait quand même. Et c'était beau. Donc, et puis j'ai pu rencontrer d'autres personnes. Et même s'il y avait des fois, deux, trois, enfin, des fois des désaccords, presque du harcèlement sans en être un. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas tous les jours beau et tout, mais ça allait, c'était beaucoup plus, je respirais plus en fait quand j'étais au lycée que quand j'étais au collège. Il y a vraiment cette oppression de conformer selon les désirs des garçons, en fait, même au collège, ce qui est vraiment aberrant. Ah, c'est intéressant. Parce que je me sentais pas bien quand j'étais au collège, mais pour différentes raisons. C'est vraiment par la suite que j'ai vu qu'au collège, en fait, j'étais dans deux collèges différents. J'ai fait la sixième et la cinquième à Tartenson et la quatrième et la troisième dans un autre collège. Mais peu importe là où j'étais, je sais pas, c'était pas de belles années pour moi. Mhm. Alors qu'au lycée, c'était une expérience totalement différente. C'était vraiment, j'ai rencontré des gens formidables, on s'amusait bien ensemble. Et aussi, tu sais, quand on est au lycée, j'ai l'impression que tu as plus le temps de t'amuser. Je sais pas, mais Mhm. après le lycée, parce qu'à l'université, j'ai pas eu, c'était intéressant l'université, mais c'était déjà autre chose. Mais j'ai pas eu ce genre tu sais, de vie où tu t'amuses vraiment, que tu rigoles. T'as pas, je pense que peut-être qu'on n'a pas de charge, on n'a pas de responsabilité, on se retrouve ensemble. C'est vrai que c'est pas rose tous les jours. Il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir le harcèlement, il peut y avoir certaines choses, voilà, qui se passent. Ce n'est pas agréable, mais il y a plus de légèreté dans la vie. Tu sens qu'il y a plus de légèreté. Tu sens pas qu'il y a ce Mhm. poids-là de, je sais pas, je sais pas si c'est le fait de le travail, les responsabilités, Les l'argent, factures, les factures à payer, la réalité de ce monde, parce que peut-être que au lycée, on est dans une bulle. oui. Non, je pense aussi parce que franchement, enfin sincèrement, mais je me suis vraiment amusée quand j'étais au lycée. Surtout quand tu connais des personnes qui par exemple, en fait, je connaissais enfin, j'avais une amie qui en fait avait une maman qui était une coiffeuse et elle avait un salon et elle connaissait beaucoup de monde. Donc, en fait, enfin, ce qui faisait que sa fille m'invitait tout le temps dans des fêtes, enfin pas dans des soirées, mais dans des fêtes et tout, où sa maman faisait une fête, donc c'était toujours bien et en plus son père était cuisinier. Donc je savais que j'allais J'allais bien dire manger, manger. Oui, j'allais bien manger, ma manger, chère, manger. oui, j'allais bien manger. J'allais, je regardais, franchement, j'étais arrivée à un stade où à chaque fois que j'arrivais dans une fête et tout, et ben, je regardais s'il y avait du coca et j'étais contente parce qu'il y a souvent du coca enfin, à ce moment, enfin, dans les fêtes. Mais ce qui était vraiment bien, et enfin, je peux pas dire que je le souhaite, mais en tout cas, ce qui était vraiment bien, c'est que quand j'allais dans ces fêtes-là, la maman et le papa, ils étaient là. Et ça veut dire que enfin, on était déposés. Enfin, j'étais déposée à l'aller et le retour. S'il y avait un moins de problèmes, par exemple, il y a eu des fois des combats dans les fêtes et tout, eh ben, la maman et le papa, la maman disait qu'on part, c'est bon, on rentre à la maison et tout, on restait pas. Il y avait vraiment ce système de sécurité, ce La système protection. ouais, C'est-à-dire de que protection. c'est comme si tu étais couverte. Tu vas avec ton ami et ses parents et ils te protègent. Vous n'êtes pas en fait dans des fêtes et puis vous êtes lâchés là. Il y a une protection. Ils veillaient en fait sur vous deux. Oui, ça c'était vraiment bien. Au point que quand je rentrais à la maison, bah moi elle dormait. Elle dormait tranquillement en se disant que non, tout va bien, tout va bien. Moi je suis en mode, il y a même pas un peu d'inquiétude.
Maman, elle dormait. Non, je pense que c'est la euh, confiance la confiance de savoir que tu es avec des personnes de confiance et que tout ira bien et que ce sont des personnes qui sont responsables. Oui, Ouais. non, ça c'est vrai. Mais Et pour revenir à oui, ça, nous, on n'a pas eu la même vie, hein, parce que moi, j'ai pas eu cette vie-là de fête au lycée, hein. Donc, moi, j'ai non. commencé à aller en boîte, je pense, quand j'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à aller en boîte. Ah là Oui, là, la jeunesse. Donc, non. mais la jeunesse. Non, franchement, gloire à Dieu, je suis pas allée en boîte de nuit. J'ai juste fait boîte de nuit version jeune. On était au collège. C'était un truc de collégien et tout, c'était drôle. J'ai pas vraiment eu d'expérience boîte de nuit. C'était plus des fêtes plein air et tout. J'ai jamais eu le temps. Mais Quand je voulais faire, c'est quand il y a la- Dieu s'est manifesté et qu'on a dû donner notre vie. Donc, j'ai même pas eu le temps de faire boîte de vie de Oui, nuit. mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que des fois, je parle avec ma soeur. Donc, moi, j'ai tendance de faire oui, dans le sens que je marchais déjà avec Dieu, mais je n'avais pas donné ma vie à Dieu dans un sens. C'est-à-dire que c'est-à-dire de. J'avais pas les connaissances quand je vivais en Martinique. Donc, je suis partie quand j'avais 22 ans, je crois. 23 ans. 23 ans. Donc, quand j'étais en Martinique, je n'avais pas les connaissances. C'est-à-dire, il y avait cette volonté-là de faire les choses selon le Seigneur. Je priais, je faisais des jeûnes de temps en temps. Je parlais avec Dieu. J'avais cette relation avec Dieu, mais je n'avais pas les connaissances. Donc, moi, j'ai eu le temps de faire oui. J'ai eu le temps d'aller au carnaval. Aïe, aïe, aïe. J'ai eu le temps d'aller au carnaval. Là, quand le carnaval arrivait, il y avait tout ce je sais pas, dans l'air en fait. C'est-à-dire, L'ambiance. oui, l'ambiance, c'est-à-dire, quand on est en Martinique, on sent dans l'air que Noël approche. On sent qu'il y a quelque chose dans l'air, ça change. Les gens sont beaucoup plus joyeux, mais aussi, on sait aussi qu'après Noël, il y a le carnaval. Donc, c'est aussi, il y a une montée en puissance et tu sais que tu vas t'amuser, tu réfléchis à ton costume, tu regardes les Oui, soirées, tout, c'est tout un rituel en fait. Donc, moi, j'ai eu le temps de m'amuser. J'étais pas trop soirée. Je n'étais pas trop boîte, mais j'ai eu le temps d'y aller. Je n'étais pas la personne qui allait en boîte tous les mois. Par exemple, au carnaval, j'allais en boîte. J'allais le dimanche soir, lundi soir, mardi soir, j'étais en boîte. Des fois, au mois de juin, j'allais en boîte. Ça m'arrivait. Mais c'est pas comme si toutes les semaines, j'étais là. Pas du tout. C'est des occasions particulières. Et je m'amusais vraiment. À l'époque, j'aimais beaucoup le dancehall. Mais à cette époque-là, je ne comprenais pas les paroles. Donc moi, je danse tranquillement, je fais mes pas, tout ça et tout, mais je ne comprenais pas les paroles. Et c'est par la suite, en étant en Angleterre, que j'ai commencé à comprendre les paroles et je me suis remise en question sur ça. Et aussi, même quand je suis arrivée à Londres, il faisait des soirées là à Oxford Street. Aïe, 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 le DJ, le mercredi soir, je crois que c'était de 20h30 à minuit. Et j'allais là avec des potes antillais. Aïe, 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 ce truc-là, le DJ là, aïe, aïe, aïe. Et j'ai pris mon pied dans ces soirées-là. Et voilà, en fait, moi, j'ai le temps de vivre avant de faire, ah voilà, je change ma vie, je suis une nouvelle créature. Mais ma soeur, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Et quand j'ai eu les connaissances, j'ai commencé à parler à ma mère, à ma soeur, les révélations divines que j'ai eues et tout, blablabla. Donc, en fait, ma soeur, elle a donné sa vie à Dieu beaucoup plus tôt que moi. Donc, moi, j'ai eu le temps de faire oui, welele. Et elle, quand elle a reçu le Seigneur, c'est comme si c'était quelques années après le lycée. Peut-être, oui, peut-être un an oui. après le lycée. Donc, elle a déjà la connaissance et la vérité. Elle ne peut pas faire à Dieu, je suis ignorante, je ne sais pas. Oui, je pouvais pas aller au carnaval, je pouvais pas. Il y a aussi le fait que j'ai dû abandonner, enfin, certaines personnes en chemin. Donc, non, franchement, j'ai pas eu le temps vraiment. Parce que à cette époque-là, j'avais fait au moins deux carnavals, vraiment deux carnavals. Tu sais, je cours, je suis avec mes amis et tout, on s'amuse. Et où on met telle tenue, on choisit la tenue du jour. Non, ma Il n'y a chère, pas. t'as pas connu le carnaval comme moi. Nous, c'était l'équipe. L'équipe. C'est genre, on se réveille, ok, on prend le temps. On faisait pas le vider le matin. On prend le temps de se préparer. On va au vidé à Fort-de-France l'après-midi. Après, on rentre, bien sûr, hein, on reste pas là après 19h parce que les fous, c'est à 19h qu'ils sortent. Après 19h, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, il vaut mieux sortir de Fort-de-France avant 19h. Après ça, on rentre à la maison, on se préparait pour aller en soirée.
Ah, franchement. Et je me souviens que l'année où j'étais accompagnée, il y a une année, je suis entrée en Martinique. Et je suis entrée en Martinique en, je crois, février, mars. J'ai accompagné Jenny au carnaval Ovidé. Quand j'étais là, j'avais la conviction que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'ai senti que je ne pouvais plus dire de gros mots. J'ai dit, j'ai changé. Après, j'étais avec une pote. On est allé en soirée, on s'est préparé. Je suis allée chez elle, je suis allée dormir chez elle. On avait des tenues, tout ça, de fées. On s'est préparé, tout ça. Et pendant que je suis là dans la soirée, je me dis, c'est la dernière fois. J'étais une femme changée, mais je dis, je m'amuse plus comme avant. Je ne peux pas dire de gros mots comme avant. Ce n'est plus ma place. Je savais, pendant que j'étais là en train de sauter, les mots ne sortaient plus et j'ai dit, c'est la fin, c'est mon dernier carnaval. Mhm. Non, franchement, c'est ça, hein. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous dit que c'est terminé, c'est fini. Non, mais c'est la Donc, conviction, c'est que tu as la conviction et que tu sais très bien que c'est plus pour toi. Il n'y a rien à faire, tu ressens plus la même chose. Donc, tu sais très bien que c'est pas ta place. Tu peux pas faire semblant, puisque mm, au fond de toi, j'étais avec ma pote. Je la voyais qui s'amusait comme je m'amusais avant. Mais moi, je savais très bien que c'était la fin. Je me suis dit, je peux pas dire de bêtises comme ça. C'est fini pour moi. Et quelques années après, j'ai pris la décision d'arrêter d'écouter des musiques jamaïcaines qui ont des paroles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'était vraiment étape par étape. Mais moi, je sais que j'ai eu le temps de plus m'amuser que toi. oui, non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. À 19 ans, j'ai donné ma vie à Dieu. Oui, en plus de Donc, ça, j'ai des amis, on a le même âge et tout, on a le temps de faire des choses. On se connaissait pas encore, mais quand on parle de ça, on est là, bon Seigneur, nous sommes contents, hein, tu nous as sauvés, mais on est content aussi on a vécu un peu. non, c'est ça. Et le pire, c'est Parce que que, avant d'aller au oui, carnaval, on priait. Moi, je priais, je disais, Seigneur, tu sais qu'il y a des fous dans le carnaval, protège-moi. Il y a des gens qui viennent avec des armes, des couteaux, protège-moi, Seigneur, sois avec moi, protège-moi. Et moi, dans le carnaval, moun, non. oui, et puis c'était très drôle parce qu'après le carnaval, il y avait le carême. Tout le monde était là en mode on doit expier nos péchés, on a dit beaucoup de Ouais, beaux mais mots. tu es dans le carême, mais les musiques de carnaval sont dans ta tête toujours. Tu as besoin d'un Oui, temps pour que ça puisse de temps sortir. pour. Oui, Oui, non, c'est que, ça. que tes pensées soient purifiées, que tu ne penses plus à certaines choses. Mais franchement, non, je ne vais pas mentir, moi, je me suis bien amusée. Pas dans l'excès, pas dans l'excès. Je faisais attention là où j'allais, avec qui j'étais, pas dans l'excès, mais je me suis bien amusée. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y a une différence entre tu donnes ta vie à Dieu très tôt et quand tu as le temps de vivre un peu plus et de donner ta vie un peu plus tard, hein, si on peut dire ça comme ça. Et en sachant que j'ai eu le temps de faire mes erreurs dans ma vingtaine, j'ai eu le temps de faire des erreurs et ma vie a changé en fait à la fin de ma vingtaine, surtout à la fin de ma vingtaine. Maintenant, la question est la suivante. Comment notre relation t'a impacté? En termes de maturité. Par exemple, quand j'étais en quatrième, j'étais très mature pour mon âge parce que à ce moment-là, tu étais à mes côtés. J'ai dû en fait apprendre à m'adapter aux gens de mon âge parce que j'étais pas, enfin, ils étaient pas aussi matures que moi. Et aussi aux expériences. Le fait que ma sœur m'a appris et m'a aidé en fait au niveau de l'intelligence émotionnelle, à rester en fait, à être stable, à être bien mentalement. Parce que j'en avais beaucoup, enfin j'en ai énormément besoin quand j'étais au collège et au lycée. En fait, le collège, c'était vraiment le moment crucial pour être vraiment bien mentalement, être bien dans sa peau. Parce que à ce moment-là, le corps change, on commence à avoir enfin, nos périodes de menstruation. Donc tu vois, tu sens que ton corps en fait devient femme, mais toi tu es pas encore prête mentalement à être une femme. Donc c'était bien d'avoir quelqu'un qui peut t'accompagner, être là et aussi écouter. Parce que ma sœur, je la réveillais parce que j'étais: «Ah moi j'ai besoin de parler à quelqu'un, j'ai besoin de parler à ma sœur» et aussi, comment dire? Ben, c'était des en fait, avec du recul, je me dis: «Mais c'est des histoires de rien du tout». C'est du style: «Ah oui, non, mais en fait, telle personne, elle veut plus être meilleure amie avec telle personne. En fait, je disais par exemple que: «Oui, je veux plus être meilleure amie avec telle personne et tout blablabla» ou en fait, «Mes meilleures amies sont jalouses que je sois meilleure amie avec une autre» et moi, je suis en mode: «Mais c'est tellement nul, ça va, c'est pas la fin du monde». Oui, mais Donc voilà, tout le monde passe par là parce que ce que tu me ouais, c'est disais, ça. à mon échelle, je me disais que c'est rien.
Mais à ton échelle, c'était comme si ta vie. La fin du monde. Oui, c'est ça. C'était la fin du monde. Donc, voilà, avec les jalousies, les on a dit, les secrets, et franchement, c'était quelque chose. Enfin, pour moi, à cette époque-là, c'était quelque chose, mais maintenant, c'est rien. Surtout quand tu as les prières, que tu sais comment prier, tu veux toujours demander à Dieu de protéger ta réputation, de calmer les esprits autour. Mais à cette époque-là, on savait pas tout ça. Donc ça faisait du bien en fait d'avoir quelque part, enfin que Dieu m'ait envoyé ma sœur à des périodes parce qu'elle était là, par exemple, pendant la quatrième, elle était censée faire que 2 semaines, elle a fait 1 an en quatrième. Elle était vraiment là parce que franchement, si elle était pas là, j'allais dévier peut-être de mon chemin, mais en tout cas j'allais être crochue. Donc voilà. En Et fait, moi, j'ai remarqué avec le temps que quand j'étais là, c'était chaque fois pour te redresser. Chaque fois que ça commençait à partir crochu, j'étais là pour te redresser. oui, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, c'est la façon dont je pensais, j'étais en mode, ça faisait vraiment comme si c'était homme de peu de foi. Mm. Dieu m'a empêché d'être, une femme stupide qui se croit intelligente parce que c'est vraiment le pire, hein. C'est quand enfin, en tant que femme, c'est de croire que tu es intelligente alors que tu es stupide en quelque part, hein. Parce que dans la Bible, en fait, tu vois bien que Salomon dit: «Méfiez-vous de la femme», enfin, que vaut mieux d'être dans une mauvaise situation que d'être avec une femme brillante, une femme stupide, une femme qui ne sait pas garder, ses pieds, chez elle, qui est tantôt dans les rues, tantôt et je suis en mode: «Waouh!» Donc voilà, donc c'est pas une vie. C'est mieux d'être une femme du Proverbe 31, c'est mieux d'être une femme remplie de sagesse que, d'être une femme stupide. Mais le pire de ça, c'est que la part des gens qui sont stupides, ils se croient intelligents. Donc c'est dur parce qu'il faut vraiment se réveiller, il faut vraiment avoir un réveil en quelque part. Donc voilà. Ah, je comprends. Je comprends. Je comprends. Et en fait, aussi, par exemple, quand Jennifer est arrivée, ce qui me gênait, c'est la différence d'âge. Quand on était ensemble dans la même maison, ce que je me disais, c'est que je ne serais pas là pour te voir grandir. Parce que j'avais calculé que quand elle serait à tel âge, que j'aurais déjà quitté la maison familiale. Et je me suis dit, je ne serais pas là pour la voir grandir, je ne serais pas là avec elle. Et en fait, le Seigneur m'a permis d'être là pour elle quand elle avait besoin que je sois là. Pas être là pour être là, mais vraiment à des moments critiques de sa vie, j'étais là avec elle. Et comment dire ça? Elle est en fait une bénédiction pour moi. Je ne pensais pas que j'aurais eu une sœur quand j'étais enfant, mais c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction parce que quand vous avez ce privilège d'avoir une sœur et de bien vous entendre avec votre sœur, c'est vraiment une bénédiction, un cadeau de Dieu. Entre frères et sœurs, ça ne veut pas dire que ça ira bien tout le temps. On peut s'énerver, on peut ne pas être d'accord, on peut prendre de la distance. Dans mon cas avec elle, comme je suis plus grande qu'elle, donc c'est pas, je ne vais pas dire qu'on a une relation de copine parce qu'elle a du respect pour moi par rapport à mon autorité. Disons ça, c'est pas une relation de copine, mais on peut rigoler ensemble. Parfois, elle a fait des choses et j'ai vraiment été déçue. J'ai vraiment ressenti la douleur d'une mère. J'ai compris en fait qu'est-ce qu'une maman ressent quand son enfant fait des erreurs ou s'éloigne du chemin. Et j'ai vraiment ressenti cette douleur dans le cœur de j'ai parlé à mon enfant, j'ai fait le nécessaire avec mon enfant et elle a pris de mauvaises décisions. Et j'ai dû prier par rapport à mon cœur, j'ai dû prier pour elle aussi, pour que le Seigneur la sauve. Et même en fait, dans la prière, se dire que tu sais même pas à quel moment Dieu va agir et tu vois ton enfant se diriger vers la falaise, c'est horrible. C'est horrible, vraiment horrible. Et parfois, il faut laisser du temps à la personne pour qu'elle puisse retrouver son chemin. Laisser du temps à son enfant pour qu'il puisse retrouver son chemin. Et c'est pas évident de faire ça. C'est pas évident, ça fait mal. Il y a la peur aussi que l'ennemi ait la mise en fait sur ton enfant. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait peur. Et il faut tout le temps se recentrer en fait sur le Seigneur et se dire que le Seigneur a le dernier mot dans la vie de son enfant et de prier peu importe le temps que ça prend. Et c'est difficile. C'est difficile de faire ça. Peu importe la relation que nous avons avec les membres de notre famille, ce ne sera pas parfait. Ce ne sera pas parfait parce qu'on change, on évolue, on n'est pas dans les mêmes saisons. Mais Mmh.
je sais pas, mais en fait, l'avoir dans ma vie, c'est tout simplement, pour moi, c'est une bénédiction. L'avoir dans ma vie, c'est une bénédiction. J'ai aussi appris d'elle, par exemple, ma soeur, quand elle a décidé de couper ses cheveux toute seule sans aller chez la coiffeuse, j'étais choquée. J'étais là, tu as coupé tes cheveux, pourquoi t'es pas allée chez la coiffeuse? Elle m'a dit non, j'avais marre. J'ai coupé en fait la partie qui est défrisée. Et en fait, quand elle m'a dit ça m'a permis, moi, de pouvoir couper mes cheveux toute seule, de me dire que si Jenny, elle coupe ses cheveux toute seule, je peux tailler mes cheveux toute seule, en gros. Donc, il y a des choses, en fait, que j'ai aussi appris avec elle, en l'écoutant parler, puisque on a 13 ans de différence, on n'est pas de la même génération. Il y a des choses qu'elle ne sait pas, que je sais. Il y a des choses qu'elle sait, que je ne sais pas. Donc, être humble aussi de se dire que je ne connais pas tout et que je peux apprendre de ma petite sœur qui a 13 ans de différence avec moi. Je peux apprendre d'elle. Il y a des choses qu'elle dit. Et même, on n'est pas intéressé par les mêmes choses. Donc, parfois, quand je l'écoute parler, elle est beaucoup plus intéressée par... Ce qu'on a en commun, je pense, c'est la littérature. Mhm. Parce qu'elle a fait un bac L. Et moi, j'ai fait un bac ST, j'ai fait un bac STT, comme je le disais, STG aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup la littérature, mais c'est parce que j'ai le temps de lire des livres et que j'ai changé avec le temps. Par exemple, quand on m'a dit littérature, quand j'étais au lycée, ça m'intéressait pas. J'ai dit, j'en ai marre des commentaires, de répondre à des questions du style, pourquoi l'auteur a fait ci? Moi, dans la tête, j'étais là, mon tête dans cette minute, là, elle était qui a écrit livre, pourquoi c'est moi qui dois répondre à des questions que lui seul il connaît? Pourquoi je dois Mhm. interpréter des choses? Donc, pour moi, ça ne m'intéressait pas quand j'étais en seconde. Mais quand j'ai commencé à lire par moi-même et relire des choses que j'avais lues au collège et au lycée, c'était beaucoup plus intéressant pour moi. Là, c'était une lecture par plaisir et pas par la force, dans le sens que c'est pas quelqu'un qui me dit tu dois lire ce livre-là à ce moment de ta vie. Et dernièrement, en fait, on a eu beaucoup de conversations sur Jane Austen, sur Pride and Prejudice, Sense and Sensibility et Persuasion. On a eu beaucoup de conversations sur ça. Elle a un univers plus dans l'animation, les dessins animés, les films. Et elle me racontait des fois des périodes, des choses, le pourquoi du comment que moi je ne savais pas parce que j'ai pas étudié la même chose qu'elle. Mhm. Donc, on peut apprendre de tout le monde, on peut apprendre de ses frères et sœurs qui n'ont pas la même vie que nous, qui n'ont pas aussi les mêmes expériences. Et je pense aussi qu'avec le temps, la relation évolue parce que avant, c'était vraiment cette position d'autorité, d'adulte, de fais ci, fais ça, c'est mieux de faire comme ci, de faire comme ça. Et puis, à un moment, il faut laisser l'espace à l'enfant pour qu'elle puisse prendre ses décisions, écouter, conseiller, mais lui laisser avoir le dernier mot dans sa propre vie. Prier avec elle et la guider, parler quand il faut parler et se taire quand il faut se taire. Et ça, c'est quand l'enfant est adulte. Même s'il y a des fois, j'aurais aimé lui dire des choses, je sens très bien que non, laisse-la faire, elle va voir par elle-même. Donc, Mhm. le rôle de parent, en fait, change quand les enfants ont plus de 18, 20 ans. Ça change, en fait. On n'a plus la même place dans leur vie qu'avant. Ils dépendent plus de nous d'une certaine façon et il faut leur laisser la place pour respirer. Non, c'est ça, hein, parce que quand j'étais, enfin, à un moment donné, quand j'avais 18 ans, ma soeur a dit qu'il est temps que je te laisse voler tes propositions. Elle avait vraiment senti le poids. Je dis, c'est bon, j'étais tout donné, j'ai tout donné, maintenant va. Donc, c'est, Est-ce que quand je t'ai dit ça, j'étais avec toi ou j'étais déjà de retour en Angleterre? t'étais déjà de retour en Angleterre par téléphone, comme si je t'avais dit que c'est bon, tu peux la laisser voler de ses propres ailes. Oui, je pense que je lui ai fait un beau discours en lui disant que je t'ai tout donné, j'ai tout fait pour toi, je t'ai tout dit pour que tu puisses être une bonne personne et prendre les bonnes décisions. Et je lui ai dit que tu as tes propres choix à faire et que si tu prends les mauvaises décisions, je vais pleurer avec toi, mais ce ne sera pas ma vie. Peu importe ce que tu fais, ce ne sera pas ma vie. Je peux pleurer avec toi, te consoler, mais c'est toi qui vas payer les conséquences de tes mauvaises décisions. Que tu es responsable de ta vie et que même si je te conseille, si tu ne fais pas le choix de prendre en considération ce que je te dis, tu vas payer le prix. C'est tout. Tu vas payer le prix. Parce qu'on peut bien dire à l'enfant, tu te diriges vers la falaise et l'enfant choisit, l'enfant adulte choisit d'aller vers la falaise gaiement. Est-ce que tu vas enfermer ton enfant? Non. J'ai vraiment senti à ce moment-là que c'est le moment d'ouvrir la porte pour elle, elle prenne son envol et de lui dire vraiment que à partir d'aujourd'hui,
tu vas prendre tes décisions et tu vas payer les conséquences de tes décisions. Tu es grande, tu as la tête sur les épaules, j'ai fait le nécessaire avec toi, c'est ta vie C'est à ce moment-là que je me disais que je dois prier pour faire les bonnes décisions. Pour pour prendre les prendre les bonnes bonnes décisions. décisions, oui, de prier pour prendre les bonnes décisions, oui. Donc, c'est intéressant. Et aussi, on n'est pas pareil. Par exemple, toi, tu n'as pas ce côté-là aventurière, tout ça. Non, je suis une personne casanière, ça me rappelle les voyages. Ma soeur, elle voyage par-ci, par-là. Elle me dit, toi, t'as pas trop envie de voyager. Et puis moi, je me dis, par exemple, il y a certains pays où je voudrais aller, où je voudrais y aller et tout, mais je sais très bien que c'est sur mon chemin. Donc, je me presse pas parce que je me dis que je suis dans une saison où je suis, par exemple, en France. Et je vais profiter et je sais qu'à un moment donné, il y a des enfin, Dieu va certainement m'appeler ailleurs et j'irai tout simplement ailleurs. Surtout que la France, vu comment elle va là, c'est chaotique. Aussi, il n'y a pas de jalousie entre nous. C'est-à-dire, malgré mes accomplissements, tout ce que j'ai fait, elle n'est pas jalouse de moi. Il n'y a pas cette jalousie. On n'a pas le même style vestimentaire. On n'a pas les mêmes aspirations. Et je pense que très tôt, je lui ai dit de ne pas se comparer à moi. Très tôt, je pense que je t'ai dit ça. J'ai dit de te comparer pas à moi parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. On n'a pas grandi dans les mêmes circonstances. On n'a pas la même vie. Oui et c'est surtout en fait que comme on n'aspire pas les mêmes choses, donc il y a pas cette impression que tu fais de l'ombre. Parce que, par exemple, moi, j'aspire plus dans l'animation, dans le dessin et tout. Et je sais que ma sœur, elle n'a pas été appelée pour faire ça. Elle a pas eu, Dieu lui a pas donné un don dans le dessin ou quoi que ce soit. Pas du tout. Moi, j'ai le don dans l'écriture, mais dans le dessin, je sais juste faire mon Le dessin soleil à côté. oui, mon dessin le plus basique, c'est un soleil, la mer, le sable, les nuages et des oiseaux. Non, c'est ça. Donc, je sais qu'en fait, que j'excelle dans mon domaine et c'est mon domaine. Donc voilà, c'est mon domaine de prédilection. Et je sais qu'elle, elle excelle dans le domaine de parler, enfin, comment dire ça, transmettre la parole de Dieu, elle a l'autorité, elle a ça en fait. Que moi, en fait, je pense pas que j'ai. Je pense que oui, je peux transmettre la parole de Dieu, enfin, et transmettre aussi les graines que Dieu veut que les gens ont dans leur vie. Mais après ça, l'autorité qu'elle a, je ne pense pas l'avoir. Mais je pense que l'autorité, ça vient avec l'expérience, la sagesse, les connaissances et surtout les épreuves de Dieu. Je Oui, pense mais parce aussi que, la peine, hein. oui, l'appel et puis, ça revient toujours à la même chose. On n'a pas grandi dans les mêmes conditions. Moi, j'ai vraiment été brisée dans mon enfance, brisée dans mon adolescence, brisée dans ma vie de jeune adulte. La paix que j'ai, c'est une paix récente, si on peut dire Ah ça comme oui, ça. C'est la paix de mes 30 ans, en fait. Je pense que c'est la paix de mes 30 ans. Mais avant, j'avais pas la paix dans ma vie. oui, en fait, pour rappel enfin, aux personnes qui nous écoutent, ma sœur et moi, on n'a pas eu la même enfance. Ma sœur, elle a vécu en fait au Nord-Atlantique, enfin au Nord-Atlantique, pardon, et moi, j'ai vécu en fait dans la capitale de la Martinique. Donc enfin ma sœur. Non, en fait, c'est différent. C'est-à-dire que ton histoire a commencé au Nord-Atlantique et après, maman, Oui, elle a déménagé. Quand nos parents se sont séparés, ma mère, elle est retournée à Fort-de-France. Donc, en gros, oui. elle est retournée à Fort-de-France en classe de CP. Et moi, ma vie a commencé au Lorrain jusqu'à l'âge de 3 ans. Après, ma mère est allée s'installer à Fort-de-France. Et quand j'avais 12 13 ans, on est parti s'installer dans le nord de la Mhm, Martinique. Donc, en fait, on n'a pas grandi dans les mêmes circonstances. Moi, j'ai grandi avec, on va dire, le papa et la maman. Ma soeur, elle a grandi, elle a commencé, en fait, avec le papa et la maman. Mais finalement, c'est maman qui t'a élevé. mhm, C'est-à-dire que en fait, il était présent, mais c'est pas la même chose quand ton père est présent dans la maison et quand ton père est présent, genre des visites, venir voir ses enfants, des choses comme ça, c'est pas la même chose. Même dans l'éducation, par exemple, vous allez m'entendre sur la plateforme La Femme Victorieuse avec beaucoup de proverbes en créole. Les proverbes en créole que j'ai, ça vient en fait de mon entourage du Nord Atlantique. C'est parce que papi et mamie sont du Lorrain. On était aussi dans une ville pas loin du Lorrain. Ma famille, ils viennent tous du Nord Atlantique. Donc, les proverbes créoles que j'ai, même la façon dont je parle créole, c'est la signature, en fait, d'une partie du Nord Atlantique. Je ne veux pas dire que c'est tout le Nord Atlantique qui parle comme ça. Mais par exemple, j'ai un pote, quand il parle, on a le même accent en créole. La façon dont on parle, là où on appuie les mots, on parle exactement de la même façon.
Et c'est parce que lui aussi, il est du Nord-Atlantique. Et ce qui fait que comme moi, j'étais souvent dans le Nord-Atlantique avec mes cousins, je parlais créole assez souvent. Alors que elle a grandi à Fort-de-France. Donc oui, elle parle créole, mais on n'a pas le même accent. Oui, c'est ça. Et aussi, j'ai voulu garder en quelque part ce créole et apprendre un peu plus en prenant des cours de créole au lycée aussi. Donc c'est en fait, pour moi, je trouvais ça, en fait, je trouvais ça très triste de se dire que tellement c'est compliqué, en fait, de garder en quelque part son créole parce que au lycée, on utilisait le créole que pour injurier. Les gens ne parlaient pas, en fait, créole couramment comme ça, parler pendant 1 heure ou 2. C'était juste pour 2 3 mots, une phrase, juste pour agresser. Donc Mhm. voilà, on va pas se mentir, hein, parce que franchement, quand la personne enfin, quand un Antillais, ou une Antillaise est en colère, tu vas bien entendre le créole. Le Mais créole. Mais en fait, le créole prend le contrôle, en fait. Si j'ai envie de dire ça. C'est-à-dire que oui, si tu ne maîtrises pas ton corps, tu ne maîtrises pas ta bouche, le créole va sortir là. Ça va sortir c'est naturellement. sec, Oui. tu Tu as as sorti bien la sorti mitre... les Oui. mots, Tu as sorti la mitraillette sur la personne là. Ça ça sort a sorti du cœur, oui, du, ça a sorti du, du cœur, hein, du du plus profond de tes entrailles, le créole va sortir et agresser l'autre personne. Et c'est vrai que ouais, moi, par exemple, dans mon enfance, il y a beaucoup de personnes qui parlaient créole tout le temps. C'est-à-dire que ma mère, elle va pas nous parler en créole, mais par contre, quand mais elle avec parle ses avec frères ses et frères sœurs. et sœurs, elle va parler en créole tout le temps, comme ça, elle parle en créole. Mes grands-parents aussi, les oncles, les tantes, du côté de mon père aussi, c'était que le créole, il parlait que créole comme ça. Mon père nous parlait en créole, mais on leur répondait en français. Donc moi, j'étais tout le créole, et c'est aussi de son côté à lui, comme du côté de ma mère, qui avait beaucoup de proverbes, beaucoup de choses en fait, beaucoup d'expressions typiquement martiniquaise. Donc ça, et c'est pour ça que mon créole était beaucoup plus gras à l'époque qu'aujourd'hui. Moi, avant, là, c'était vraiment le créole brut, là. Mais elle n'a pas eu elle n'était pas dans cet environnement-là où les personnes parlaient créole tout le temps. Elle ne parlait pas en créole avec les cousins, puisque, en gros, quand elle est arrivée dans notre vie, la vie avait déjà changé. Mes grands-parents étaient, non, mon grand-père n'était plus de ce monde. On ne passait plus du temps comme avant au Lorrain. Tout a changé. On était déjà beaucoup plus grands. Tout le monde avait, je sais pas, mais c'était pas la même chose. Donc, elle a pas bénéficié de cet environnement-là où les gens parlent créole 24 heures sur 24, où tu fais vraiment des conversations en créole. Non, c'est ça, hein. Et quoi encore? Il y a ça, il y a aussi le fait que j'ai vraiment vécu avec maman. J'ai pas vécu dans le même environnement que ma sœur et toi avec les 2 parents, donc et j'ai aussi plus de liberté. Donc voilà, je me suis fait j'ai pu faire, comment dire ça? J'avais plus de liberté. Je pouvais aller à pied au lycée, collège. Collège, c'était pas enfin, collège oui et non Non, parce qu'à un mais en moment fait, donné la liberté, c'était pas tellement ça, je pense, parce que j'allais toute seule à l'école primaire, mmh au collège aussi. Et le collège était beaucoup plus loin que le lycée de Bellevue, hein. Parce que, en fait, nous, on habitait pas trop loin du centre commercial Le Rond-Point, le boulevard de la Pointe des Nègres. Donc, on habitait là. Donc, mh. moi, quand j'étais jeune, je pouvais aller à pied à l'école primaire, mais aussi au collège. Mais quand elle parle de liberté, par exemple, elle a dormi chez ses amis. Moi, on m'a dit non. Peu importe ce que je Oui. disais, je dis, moi, ou ni en caille, mon pas comprendre pour tu dormi dehors. C'est comme si tu passes la journée chez la personne, mais tu rentres chez toi, ou ni en caille. Donc, moi, c'est très bien que c'est pas la peine de demander parce que la réponse est non. Elle a pu aller dans des fêtes avec sa pote et les parents de sa pote. Moi, à cette époque-là, moi, je faisais pas ça. Moi, j'ai commencé vraiment à sortir quand j'avais 18 ans. J'allais au cinéma. Oui, j'allais au cinéma, mais c'était toujours au lycée, en fait. Au lycée, j'allais au cinéma. Mais elle a pu faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus tôt. Et il faut dire aussi que maman avait déjà la voiture. Mmh Parce que moi, quand j'étais jeune, maman, elle n'avait pas de voiture. Elle avait son permis, elle n'avait pas de voiture. Mais quand eux, ils sont retournés à Fort-de-France, quand ils sont retournés à Fort-de-France, moi, j'habitais déjà chez le chien à Plotofoufou. Parce que j'étais à l'université. Et maman avait déjà sa voiture. Donc, c'était plus facile, en fait, pour se déplacer, pour faire des choses, pour aller te récupérer, pour te déposer parfois au collège, des choses comme ça. mh. Donc, on n'a vraiment pas eu, en fait, la même enfance, la même adolescence. C'était différent. Et je trouve elle a grandi plus dans un environnement sain, dans le sens que il y avait beaucoup plus de paix dans la maison. Elle n'a pas grandi avec les disputes,
des situations toxiques et abusives, c'était beaucoup plus tranquille. Mhm. Non, c'est ça, c'est ça. Et je trouve que enfin, que je suis née comme une fleur, hein. Donc voilà, que j'avais pas à me battre comme ma sœur pendant son enfance, que j'ai pas eu d'entourage toxique et tout, parce que faut se l'avouer que l'entourage enfin, du père, eh ben, en fait, c'était, assez toxique. Moi, je n'avais pas affaire à ça. Même si je voyais cette partie de cette famille-là, eh ben, c'était toujours avec des beaux sourires, hein. C'est pas comme si je restais tous les jours, qu'on habitait ensemble. Donc c'était toujours des jolis sourires et tout. Ou tu sais, quand tu as un enfant, il t'envoie, enfin, il te donne un peu d'argent en mode: «Oh tiens, un petit 10 €, un petit», donc tu étais contente. Donc voilà. Non, c'est vrai. En fait, pour tout dire, parce que c'est pas toute la famille qui est comme ça dans ma famille, puisque je porte le nom. OK, je porte le nom. On porte toutes les deux le nom. C'est pas toute la Mmh. famille qui est comme ça, parce que il y a des grands-oncles dans la famille. Ils sont vraiment bien. Ils ont vraiment le cœur sur la main. Il y a beaucoup de bonté en eux. Mais c'est des oncles, en fait, des grands-oncles que je rencontrais avec leurs femmes, avec leurs épouses, que je rencontrais souvent dans les enterrements. C'est des personnes que de temps en temps on allait les voir quand j'étais jeune, mais j'ai pas passé beaucoup de temps avec eux. Mais il faut dire que les personnes qui étaient autour de moi quand j'étais jeune, c'était des personnes toxiques. Les personnes qui étaient vraiment autour, l'entourage même, était toxique. Mais pas assez, en fait. C'est pas toute la famille qui est comme ça, mais il y avait beaucoup de venin. À côté de moi, il y avait beaucoup de venin. Mais passé, en fait, le premier cercle. Et quand on parlait avec des fois les cousins de mon père, les oncles, les grands-oncles, tout ça allait. Il n'y avait pas de problème. C'était vraiment l'entourage même. Le premier cercle là, c'était compliqué en fait. C'était vraiment compliqué. Et quand tu grandis dans ce genre de famille-là, tu sais même pas que c'est pas normal parce que c'est devenu ton habitat naturel. Tu sais même pas qu'il y a certaines choses, c'est pas normal. Tu peux être brisé, mais il n'y a pas d'explication sur le pourquoi du comment. C'est-à-dire que tu es tout le temps une victime qui subit constamment. Et quand tu es enfant, tu ne peux pas en fait t'échapper de cet environnement-là. Pour moi, comme ça, c'est ça que je vous dis que pour moi, ma seule issue de secours, la seule issue de secours, c'était mes études, Le le bac. bac, pour pouvoir sortir de là. C'est-à-dire que oui, j'étais au lycée, je m'amusais, tout ça, c'était super, mais je savais très bien que je devais prendre mon bac. Je me suis dit, sans le bac, je vais rester coincée dans cette famille-là. Il faut que je sorte de là à tout prix, c'est le bac. Pour moi, c'était ma carte de sortie. Je dois me concentrer pour avoir ce bac-là, le premier coup, pour ne pas rester coincée là où je suis. Et la famille était tellement toxique que la plupart des personnes pensaient que j'allais échouer mon bac. Limite, la surprise pour la plupart d'entre eux, c'est que j'ai mon bac alors que j'ai toujours été une élève studieuse. Pas la meilleure, hein. Je ne vais pas dire que j'étais la meilleure, pas du tout. Je n'étais pas la meilleure. Il y avait toujours mieux que moi. Mais j'ai toujours travaillé, que ce soit à l'école primaire, au collège et au lycée. Mais ils avaient en fait cette image de moi de tu vas échouer, tu vas rien faire de ta vie. Et ça ne correspondait pas à la personne que j'étais, mais c'est ce qu'ils projetaient sur moi. L'échec. Oui, c'est ça, il projetait l'échec, il projetait aussi certainement le mal, hein, sur toi, parce que la façon dont tu étais, ils étaient là en mode, c'est pas ce que tu prétends être. Oui, c'est pas normal. Et plusieurs personnes dans la famille m'ont fait des réflexions de ce style-là, que comme si toi tu es différente, c'est pas normal. Donc il y avait vraiment cette intention de me briser pour pouvoir devenir comme eux. Et beaucoup d'entre eux, ils étaient, je vais pas dire ça parce que j'aime pas parler comme ça, mais il y en a beaucoup, en fait, qui ont redoublé dans la famille, qui sont pas allés très loin. Mais moi, je vois ça que chaque personne a sa propre vie. Si tu fais pas les efforts nécessaires, tu seras là où tu seras. Il faut faire les efforts nécessaires. C'est pas comme si je rentrais chez moi et je ne faisais rien. J'étais la personne qui entrait chez elle et qui faisait ses devoirs. Et parfois, j'allais au-delà, je prenais un livre, je lisais le livre, je lisais certaines règles, je sais pas. Mais j'étais cette personne-là que j'aimais, en fait, faire mes devoirs, faire ce qu'il y a à faire, apprendre à l'école. Les autres, sans encouragement de mes parents, les autres, les cousins, les cousines, certains cousins et cousines proches de moi, eux, c'était pas la même chose. Et comme si, des fois, certains d'entre eux me regardaient comme si c'est pas normal que toi, tu n'as pas redoublé, c'est pas normal que toi, tu avances. Donc, moi, je sentais que ce soit de certains cousins, c'est pas tout le monde, encore une fois, mais je sentais vraiment de certaines personnes cette projection du mal sur moi, de vouloir me voir en bas qui ne réussit pas pour pouvoir faire partie du groupe.
Oui, et peut-être en quelque part inconsciemment, en fait, perpétuer cette malédiction. Donc voilà, parce que s'il y a pas quelqu'un qui se lève pour la briser, ce sera toujours échec sur échec, mais ce n'est pas une vie non plus. Mais le problème, c'est que quand tu es dans un patelin, et ben, souvent, c'est normal les échecs, alors que non, ça ne doit pas être normal. En fait, c'est comme si tout le monde se tire vers le bas au lieu d'encourager. Parce que Ouais. même, par exemple, quand j'étais étudiante, il y a un oncle qui m'a fait toute une histoire pour me dire qu'il est au même niveau que moi, sans avoir étudié, je ne pense même pas qu'il a eu son bac et tout. Il m'a fait tout un discours pour me dire que mon diplôme, ça ne vaut rien du tout, qu'il est aussi intelligent que moi et que lui aussi, il aurait pu être avocat. Et le pire, c'est que je ne suis pas une personne arrogante. Je ne suis pas cette personne-là qui faisait genre, j'ai eu mon bac ou encore j'ai eu tel diplôme et pas les autres. Je suis une personne, je suis toujours discrète sur ça. C'est ma famille. Donc, quand ils me disent qu'est-ce que tu fais, ben, je dis ben, je suis étudiante, je suis à l'université, nanana. Et au lieu, en fait, et ça, c'est des deux côtés. Il y a certaines personnes qui m'ont fait des discours. Au lieu de m'encourager, j'ai pas eu ces encouragements-là. J'ai eu plus ça nous dérange que toi, tu ailles plus loin que les autres. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, je suis la personne qui a comment dire ça, les diplômes, le nombre de langues que je parle, je suis devant tout le monde. Mais pour moi, en fait, tout le monde a cette capacité d'arriver là où je suis. Si tu fais les efforts nécessaires, je vois pas ça comme si c'est extraordinaire. Je vois que si tu travailles, si tu fais les efforts nécessaires, toi aussi, tu peux y arriver. Mais c'est l'histoire, en fait, comment il s'appelle dans la Bible? Abel. Attends, c'est Ah, quoi? et Caïn? Oui, c'est l'histoire de Abel et Caïn, dans le sens que les deux avaient la possibilité de faire plaisir à Dieu, de faire les bonnes choses. Il y en a un qui était jaloux de l'autre parce qu'il ne voulait pas faire les efforts nécessaires. Parce que si on me dit, oui, j'ai situé la meilleure, nanana, mais quand je regardais les membres de ma famille, je voyais des dons et des talents en eux. Je voyais qu'ils avaient la possibilité de faire et même d'aller plus loin que moi. Mais est-ce que tu veux faire les efforts nécessaires pour pouvoir arriver là où je suis? Non. Est-ce que tu veux faire les sacrifices? Non. Parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour aller à l'université. C'est avoir le premier, c'est bachelor's degree, ma licence en droit, mon master en droit, beaucoup de sacrifices. Même quand je suis arrivée en Angleterre, c'était pas facile pour moi parce que j'ai dû m'adapter. C'était pas tout était beau. Non, il y a beaucoup de peine, beaucoup de douleur pour arriver là où je suis. Mais les gens ne veulent pas faire le nécessaire et puis après, ils projettent le malheur sur toi ou encore ils répandent leur venin. Mhm. Mais tout le monde, pour moi, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Peut-être pas en passant par là où je suis passée, peut-être pas en faisant ce que j'ai fait, mais si la personne fait des efforts, prie, laisse le Seigneur guider tes pas parce que tu peux faire des efforts en vain. Moi, j'ai fait vraiment les choses avec le Seigneur dès le départ et j'ai réussi avec Dieu. Voilà. Bon, je pense que ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Je vais te laisser la main pour le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est que ma sœur m'a beaucoup appris, m'a donné beaucoup de maturité, de sagesse. Elle a beaucoup mis en moi. Faut savoir aussi que quand j'étais bébé, elle me parlait. Donc, elle était en mode, elle déclarait des mots dans ma vie. Elle me disait de pas faire ci, ça. Donc, elle a toujours été là pour moi. J'ai vraiment eu cet amour maternel que je cherchais en quelque part. Et aussi, elle avait, enfin, ma sœur avait beaucoup de sagesse, elle a toujours d'ailleurs. Donc, ça m'a permis en fait d'être, de grandir et de pouvoir être mature, mais surtout être, stable émotionnellement, avoir, un bon état, enfin comment dire ça? Être bien mentalement aussi parce que à l'adolescence, c'est vraiment le mot enfin c'est vraiment, à cette période-là où tu es le plus attaqué, où on essaie de vraiment de détruire, ton mental quoi. Ton Donc voilà. identité aussi, je pense. Mmh. Et l'ennemi fait tout pour détruire ton mental et ton identité. Oui, dès l'enfance, mais l'adolescence, ça doit être encore pire, hein. Donc sincèrement, je lui remercie. Enfin, je remercie ma sœur énormément et surtout gloire à Dieu de m'avoir donné une sœur comme ça. Parce que ma sœur, je suis une bénédiction pour elle, mais elle est une bénédiction pour moi aussi parce que ma vie aurait pu être autrement si elle n'était pas dans ma vie. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être dans ta vie et c'est un honneur pour moi de te voir évoluer, grandir et devenir la femme que Dieu t'appelle à être. C'est vraiment un honneur. C'est vraiment un Mmh. honneur. C'est vraiment une bénédiction. Ce genre de relation-là, c'est une bénédiction. Je ne pensais pas que j'aurais cette relation avec quelqu'un.
Et ça m'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans le cœur. Et il y a un verset qui parle de ça, la joie par rapport aux enfants, que les enfants t'apportent quand ils prennent les bonnes décisions. Et j'ai expérimenté ça avec toi, que tant que tu prends des bonnes décisions, je ressens seulement cette joie dans mon cœur. Parce que quand tu prends de mauvaises décisions, je suis inquiète. Je me dis, il faut que je prie, il faut que j'intercède pour toi. Et c'est difficile. Mais quand l'enfant prend de bonnes décisions, il y a vraiment cette bénédiction. Je ressens vraiment cette joie en moi. Je me sens bénie, vraiment Mhm. bénie, vraiment bénie. J'ai hâte de voir aussi ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Et j'ai dit à ma soeur, j'ai hâte d'avoir 50 ans juste pour parler à elle quand elle aura 37 ans. Donc, on est encore loin de tout ça, mais j'ai hâte vraiment d'avoir 50 ans pour lui parler à 37 ans, pour vraiment lui parler, avoir des conversations avec elle, parce qu'elle aura plus d'expérience dans sa vie et j'ai des questions à lui poser à l'âge de 37 ans. Mais je dois attendre d'avoir moi 50 ans. Donc, rendez-vous dans quelques années. Qui sait, peut-être qu'on aurait dû faire un podcast quand j'aurai 50 ans et que tu auras 37 ans et Oui, je pense la même chose. de partager ça avec tout le So, monde, la suite. here we are. Oui. Qui 14 ans sait? quand même plus tard, hein. Oui, parce que moi, j'attends ça. J'ai dit ça et j'ai pas peur de vieillir. J'ai vraiment pas peur de vieillir. J'ai hâte justement de voir qu'est-ce que le Seigneur va faire dans ma vie les prochaines années, la prochaine décennie. J'ai pas peur de vieillir. Voilà. Donc, merci, Jenny, d'avoir passé ce temps avec nous sur ce podcast, The Victorious Woman. Et peut-être rendez-vous quand tu auras 37 ans et que j'aurai 50 ans. On aurait dû faire, tu sais, un podcast avec les caméras, tout ça. Tu vois, Oui. là, on n'a pas le Elle budget level up. là. Oui, tu vois, On a avec les à caméras. un nouveau niveau, oui. Oui, tu vois, partager Tout ça ça, en ça. direct. Ouais, puis ça te maquille un peu, puis ça fait action. Oui, oui. On va dire bonjour. Oui, toi, et puis bien habillé, tu sais, bien habillé, bien coiffé là dans le studio, tout ça. Mhm. Ça aurait été autre chose. Donc, qui sait, on verra bien qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. À très bientôt. Cela me fait toujours plaisir d'enregistrer des épisodes pour ce podcast avec des personnes que je connais ou pas. Il y a des personnes que j'ai invitées la première fois et on a collaboré sur ce podcast et après on a appris à se connaître. Mais c'est toujours un plaisir d'avoir ma sœur, d'avoir ma mère sur le podcast The Victorious Woman, de partager en fait ces moments-là avec vous. Nous verrons bien qu'est-ce qui va se passer les 10 prochaines années. Moi, je m'attends au meilleur avec Dieu. Je m'attends à cette saison de joie. Je ne sais pas pour toi, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années dans ta vie. Mais moi, j'ai eu beaucoup de combats, beaucoup d'épreuves ces dernières années, beaucoup de situations difficiles où il a fallu que je prie pour avoir la force de traverser toutes les saisons en attendant de voir la terre promise, en attendant de voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ma vie, en attendant cette saison de joie. Quand c'est écrit dans la Bible qu'il retire les habits de deuil pour nous revêtir des habits de joie. Et j'espère vraiment la prochaine décennie, ce sera une saison de joie pour toi et pour moi. Merci encore et à très bientôt.